Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de Phénomène. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo analyse de Phénomène pour la série The Haunting of Hill House. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo, je vous disais déjà que j'étais hyper fan de la série. C'est franchement, elle est dans mon top 5. La première, c'est Penny Dreadful, mais celle-ci, elle est vraiment dans mon top 5. Et outre la réalisation, la photographie, bon, il y a bien sûr quelques défauts, mais je trouvais que les phénomènes étaient abordés de façon assez intelligente et j'étais assez fascinée en fait par rapport à ça. Alors, je sais que c'est une adaptation de livre. Je vous avoue que j'ai pas lu le livre, donc peut-être que les personnes vont pouvoir me répondre, mais du coup je sais pas si les phénomènes dans le livre sont abordés de la même manière que la série. Quoi qu'il en soit, je trouve que Mike Flanagan a fait du bon boulot, je suis assez fan de lui. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait une saison 2, j'étais hyper impatiente. Ça fait des mois que j'attends ça, ils ont teasé très très fort, c'est hyper dur de tenir. J'ai pas regardé à la sortie, pour une raison simple, c'est que je veux le découvrir en live avec vous et avoir vraiment des réactions, on va dire à chaud, quand je vais découvrir les phénomènes et vous dire ce que j'en pense. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette saison 2. Je sais que normalement ce n'est pas une suite. C'est aussi une adaptation. J'ai été tellement fan de la première et je crois beaucoup de monde l'ont été, que je crois qu'on l'attend un petit peu au tournant. J'ai très peur d'être déçue. J'ai très peur que ce soit foiré. J'ai très peur qu'ils reprennent tous les codes qui ont fonctionné de la saison 1. J'ai une attente aussi par rapport au phénomène, parce que je me dis c'est soit tout, soit rien. Soit il va avoir l'intelligence de faire ce qu'il a fait sur la saison 1, c'est-à-dire de rester assez réaliste, soit il va vouloir taper plus fort. Et il va faire l'erreur que tout le monde fait dans le cinéma traditionnel, d'horreur en tout cas. Il va faire plus sensationnel et il va créer des phénomènes. Donc j'ai peur aussi par rapport à ça. Bref, je vais binge-watcher ça d'une traite. C'est-à-dire que là je suis partie, j'ai vu qu'il y avait 9 épisodes d'environ 45 minutes. Je suis partie pour 7-8 heures, évidemment je vais faire des pauses parce que sinon c'est pas possible. Du coup c'est parti pour l'analyse des phénomènes de The Haunting of Bly Manor. Les phénomènes sont-ils possibles dans la vraie vie? On va voir ça. Allez, c'est parti. On lance la série. Mon dieu, je suis stressée. The Haunting of Bly Manor. Stop. Alors, je pense qu'on a eu un premier phénomène qui est à la fois intéressant et à la fois what the fuck. J'attends de voir mieux. En gros, on est sur les premières minutes, là on est exactement à 6 minutes du premier épisode. On découvre, je crois, le personnage principal, c'est celui que j'ai plus vu en photo, qui est Nelly dans la saison 1. Elle apparaît juste à l'écran, elle est en ville, il y a une voiture qui va presque pour l'écraser, et dans le reflet de la vitre, on vient de voir quelqu'un dans son dos, une sorte d'apparition sombre avec des yeux globuleux et lumineux. Alors, on peut commencer à en parler. Le fait de voir des apparitions dans des réflexions de miroirs, de vide, tout ça, ça arrive souvent. C'est très trompeur parce que justement, on sait que les vitres, les miroirs, alors surtout s'ils sont vieux, vont apporter beaucoup de pareidolie, donc c'est pas évident en fait. Souvent en plus ça dure 1 seconde, donc ça peut aussi bien être une apparition qu'en effet une hallucination. Là en effet il reprend un des phénomènes assez courants dans le folklore, on va dire, des phénomènes qui sont reportés. Et juste par contre ces yeux, enfin ça a vraiment duré 1 seconde donc je ne sais pas. Mais les yeux lumineux comme ça, moi j'ai pas de référence. J'ai pas de référence en tout cas dans le monde du paranormal et dans les phénomènes qui sont recensés. Donc je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais je vais le découvrir plus tard. I'm gonna be in England a while. Il va y avoir un truc avec les miroirs. Pourquoi, je ne sais pas. Elle rentre chez elle ou dans sa chambre d'hôtel, je ne sais pas. Je crois que c'est chez elle. Tous ces miroirs sont recouverts. Il y a une grosse croyance, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais en tout cas depuis très longtemps sur les miroirs.
Alors normalement on les recouvre quand on vient de perdre quelqu'un. On les recouvre aussi. En fait, j'ai une vidéo si vous voulez regarder où je parle exactement de tout ce qui se passe autour des miroirs, des croyances, de la divination qu'on en a fait. Ça a longtemps été utilisé en fait les miroirs pour la divination. Il y a aussi tout un tas de légendes et dans plusieurs pays qui dit que les miroirs capturent les âmes et les emprisonnent en fait. Moi même dans ma famille, on a des rituels et des traditions par rapport au miroir. Alors, on les recouvre pas forcément. En tout cas, je sais que normalement, quand quelqu'un vient de mourir dans sa maison, on recouvre d'un drap le miroir. Chez moi, dans ma famille, on ne met pas de miroir face au lit dans les chambres. Et on m'a toujours dit que si on passe devant un miroir en pleine nuit, il ne fallait pas le regarder. Et je pense que vous aussi, comme ça, si vous réfléchissez, il y a probablement des légendes ou des choses, des rituels par rapport au miroir. C'est quelque chose que les films d'horreur utilisent beaucoup le miroir. Hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, et c'est souvent la même scène en plus, c'est genre on ouvre, on referme, vous savez ces petites armoires de salle de bain, et hop, bim, en refermant la porte, ça y est, il y a quelqu'un derrière, cette fameuse apparition. Donc ça revient souvent. Donc là, il est en train à la fois de reprendre un code qui est vraiment visible dans beaucoup de films d'horreur, mais aussi en même temps quelque chose qui existe dans le monde du paranormal, des légendes et des croyances. Continue, je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas pourquoi cette actrice dont j'ai déjà oublié le nom a mis des draps sur son miroir, vu que j'ai tout de suite commenté. Je vais le découvrir, je suis pas sûre de le découvrir tout de suite. On continue. Yeah, quite a while, actually. Elle est en train de découvrir les miroirs parce qu'elle part, elle ne regarde pas dans les miroirs. I'll call you. Alors, c'est peut-être encore autre chose, puisque on a vu la voiture passer, je vous ai dit qu'il y avait une réflexion. Je pense en effet qu'elle... Ah bah, ok. Ok, bon bah ça vient d'arriver. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. Je pense en fait qu'à chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle voit cette apparition. Et là c'est le cas, donc on vient de le voir. Alors... C'est bien confirmé, c'est une apparition masculine noire. Alors les Shadowmen, c'est pareil, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Je vais vous dire, ils existent. Moi j'ai eu des phénomènes d'ombre projetée par contre. Jamais eu de Shadowmen, mais il y a beaucoup d'histoires par rapport aux Shadowmen qui sont donc ces silhouettes toutes noires en fait, qui ne sont pas définies, où on ne voit ni le visage, on voit rien en fait. C'est vraiment des silhouettes toutes noires mais en 3D. Là par contre je vous dis, il y a toujours ces histoires de yeux globuleux lumineux et pour l'instant ça me parle pas, on va peut-être comprendre après pourquoi, mais moi vraiment même dans le folklore paranormal et même américain, parce que c'est eux qui vont toujours plus loin hein, dans le folklore, ça me dit rien du tout. Par contre Shadowmen oui. Why not? Because it doesn't belong to you. Ok, on est toujours à l'épisode 1, on découvre les choses petit à petit. La jeune fille au père est en train de donner le bain à la petite fille qui s'appelle Flora. Et la Flora se retourne un moment derrière la jeune fille au père, comme si elle regardait quelqu'un pour rigoler avec en disant dis donc c'est un pitre. Et donc bah, la jeune fille au père elle se retourne, il n'y a personne. Les enfants a priori verraient plus facilement les esprits, les fantômes que nous. On leur a souvent attribué à ces enfants qui en parlaient très facilement parce qu'ils n'ont pas peur en fait, des amis imaginaires. Ce qui est parfois le cas, il y a des enfants qui s'inventent des amis pour se rassurer parce qu'ils se sentent seuls, et à côté de ça il y a des enfants en effet qui voient vraiment les esprits. Certes, les enfants ont beaucoup d'imagination, mais il y a aussi quelque chose qui fait que pendant leurs premières années, les enfants ont du mal à dissocier la réalité de l'imaginaire. Et c'est pour ça qu'en vérité, s'ils voient des fantômes, puisque moi en tout cas dans ma théorie, les fantômes ont vraiment une apparence humaine, et c'est-à-dire qu'en rien, parfois, il est possible de dire que ce sont des fantômes, eh bien les enfants des fois n'y voient que du feu et pensent vraiment que, puisque de toute façon ils les voient et qu'ils font partie de leur monde, ce sont vraiment des humains. Et c'est pour ça que souvent ils en parlent très naturellement.
Il y a tellement de témoignages, je crois que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y en a beaucoup trop. Et je pense même ne pas me tromper si je dis que vous-même peut-être que des fois vous avez eu des doutes, si vous avez des enfants, surtout lorsqu'ils étaient bébés, qui commençaient à regarder peut-être derrière vous des choses que vous ne pouviez pas voir. Mais en tout cas voilà, sachez que ce que vit la petite Flora, a priori c'est pas hors du commun. Maintenant reste à voir quel est le lien, qui elle voit exactement, et on va voir comment c'est abordé. Don't leave your room at night. Stay in your bed until... Flora est en train de jouer dans sa maison de poupées. Il y a plein de poupées assez étranges. On comprend que ce sont les fantômes. Je ne sais pas quel serait le lien encore, mais est-ce que c'est elle qui contrôle du coup le fait que les fantômes soient bloqués? Parce que j'ai vu qu'ils étaient chacun dans une pièce. Ce qui arrive parfois. En effet, il y a des fantômes qui sont bloqués à des endroits. Il y a des histoires de gardiens d'ailleurs. Alors est-ce que ce serait un gardien? J'en sais rien. Mais du coup, on a déjà une idée à peu près du nombre de fantômes qu'il y a dans cette maison. Reste à voir maintenant quel rôle joue Flora au cœur de tout ça. I don't think I can promise that. Ok, elle vient de voir quelqu'un au balcon du manoir, alors qu'elle est dans le parc. Évidemment, oui, voilà. Donc cette apparition a disparu. Alors je sais pas tout de suite là à l'instant si c'était bien une apparition ou pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce personnage n'a pas été présenté. They got away from me. Oh, no. I'll get it. You have a seat. Si c'était un fantôme, That's even possible. on en reviendrait à dire que les fantômes ressemblent vraiment à des êtres vivants. Bangs and mash. They take liberties, but if 1 minute onto Et the on a power d'autres line- confirmations que c'était une apparition sur le balcon. Well, the only way up there is through the old wing. Ça me perturbe qu'il y ait la petite musique de la saison 1, que j'adore. Elle est géniale cette BO, mais ça me perturbe qu'elle revienne dans cette saison. Est-ce que finalement il y a un lien avec Hill House? Tiny game of Flores to keep us all safe. It's more than that I'd like. Je pense qu'il y a un truc auquel je vais faire plus attention. J'ai remarqué que dans certaines scènes, I have been and I remain. le fond était flou, complètement flou, et dans d'autres, pas du tout. Et je pense pas que c'est un effet de style parce qu'il le fait pas partout. Je pense que ça à certains moments, ça fait déjà 2 moments que je le constate, mais j'ai pas trop fait gaffe. Enfin, j'ai pas trop fait gaffe du lien possible. Time for bed. Mais je pense que ça veut dire quelque chose. Is it? Le stéréotype de la cave où la lumière ne fonctionne pas. He isn't Et there. quoi, elle va prendre une lampe torche et y aller évidemment. He really isn't. J'imagine. Ouh, il y a 10 000 poupées. Ça me fait penser à... Il est où le fantôme là? Look who I found. Eh, waouh, belle scène. La scène de la cave, elle est belle. Pas du tout effrayante. Il y avait un enfant ou quelque chose au milieu des poupées qui était dissimulé. Il y a tout un amas de poupées. Et en fait, ça me rappelle la visite que j'ai faite à Édimbourg de Mary King Close, où il y a a priori le fantôme d'une petite fille. Et en fait, tout le monde laisse des poupées et toutes les poupées sont entassées comme ça. Hide and seek. Okay, hide and seek, sure. Is that alright with you, Miles? Please. Cache-cache nocturne avec les gamins dans la maison hantée. Très bonne idée. Ça va partir en couille. En vrille. Ça aussi, c'est tellement cliché des films d'horreur. Mais... Ouais, je comprends pas ce qui vient de se passer. Il y avait un fantôme évident, le fameux... Alors, on dirait que c'est un fantôme avec le masque de Plague Doctor. Mais ça fait 2 fois qu'elle le voit pas. Et je comprends pas pourquoi. Là, il était face à elle, donc face à elle, mais dans le coin, dans l'ombre. Il s'intègre tellement au mobilier qu'elle le voit pas, soit elle n'a pas la faculté de le voir. Il y a ça aussi, en fait, il faut savoir que les gens pensent toujours que, déjà, s'il y a des fantômes, tout le monde peut les voir, et 2, si une personne voit un fantôme, une autre personne le verra aussi. Imaginons dans une maison. En gros, que toutes les personnes seraient habilitées à voir le fantôme ou les fantômes. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Il faut savoir déjà, qu'on n'a pas tous la même sensibilité, qu'on ne peut pas tous voir les fantômes. Et 2,
A priori, il est même possible qu'on ne voit pas tous le ou les mêmes fantômes. C'est-à-dire que dans une maison hantée, et typiquement c'est ce qui s'est passé avec ma famille a grandi dans une maison hantée, ils étaient nombreux. Il y en a qui ont vu le fantôme, il y en a qui ne l'ont pas vu, il y en a qui l'ont entendu, il y en a qui l'ont ressenti, et il y en a même qui n'ont jamais rien vécu. Et je pense que ça dépend vraiment de plein de choses, une fois de plus très complexes, mais il peut arriver que des personnes qui habitent une maison hantée voient chacun un fantôme différent. Ok, autre fantôme, deuxième, évidemment. Évidemment, obscurité, donc ce cliché de l'obscurité qui fait que les fantômes se sentent plus libres d'aller et venir. Ce qui pour moi là par contre est complètement faux. On est plus sensible aux fantômes la nuit, je vais me faire surprendre je pense par la peur, mais on est plus sensible aux fantômes la nuit parce que la nuit est plus calme. Il y en a encore un, non? Je viens de voir 2 fantômes pour l'instant. La nuit est plus calme, nous on est plus au repos, donc voilà, il y a moins de sons parasites et de lumière parasite et tout ça. Mais les fantômes sont bien là nuit et jour, en fait il n'y a pas de, comme je vous disais, il n'y a pas de temporalité pour eux. Nuit, jour, tout ça, ça n'existe plus, donc en fait ils peuvent apparaître n'importe quand. On y est moins sensible en fait en journée parce qu'on est trop parasité par notre monde moderne, que ce soit par le son partout, on est en train de réfléchir, on fait 1000 trucs à la fois. Du coup, on s'en rend beaucoup moins compte que la nuit, forcément. La boîte de musique qui s'enclenche en pleine nuit. Est-ce un cliché des films d'horreur? Elle est assez courageuse. Franchement, moi qui fais de la chasse aux fantômes, j'aurais pas fait le tiers de tout ça. J'aurais déjà trouvé que c'était une bonne idée de merde de faire un cache-cache nocturne. Donc il y a eu le reste de la scène là avec la gamine. Donc il y a bien un fantôme dans son dos qui essayait de se relever, à qui elle a dit chute et qui s'est recouché comme un gentil petit chien obéissant. J'ai cru voir que c'est une femme mais qu'elle n'avait pas de visage. Ça me fait penser à un truc qu'elle a dit tout à l'heure, la gamine, quand la jeune fille au père demandait à la gamine comment s'appelait une des petites poupées, et elle a dit elle ne se souvient pas. Ce qui est intéressant parce que si vraiment chaque poupée est reliée à un fantôme qui est bloqué dans la maison, le fait de dire elle ne s'en souvient pas, ça peut aussi appuyer une des théories qui fait qu'au bout d'un moment, les fantômes oublient leur passé de vivant et qui pourrait expliquer pourquoi elle n'a plus de visage. On continue. Ok, alors je suis en train de constater un truc, c'est que les scènes où je vous disais où c'est très très flou derrière et que c'est un petit peu, il y a une perception de l'espace qui est un peu compliquée, c'est les scènes où il y a Anna, qui est donc la dame noire avec le crâne rasé. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'ange gardien. La jeune fille au père a une apparition, l'apparition qu'elle voit normalement dans le reflet du miroir qui va être face à elle, qui est donc toujours cet homme avec les yeux globuleux et lumineux, qui sont finalement le reflet. En fait, cette entité porte des lunettes, quelque chose se reflète dedans, une explosion, du feu, j'arrive pas trop à voir. Quelque chose de très lumineux, qui fait que ça lui fait des gros yeux globuleux, mais en fait c'est un reflet de quelque chose dans les lunettes. Ça pourrait, alors bon, c'est un petit peu trop accentué en effet, ça pourrait arriver dans le sens où il y a une catégorie d'apparitions qui sont donc les spectres et qui se montrent sur les derniers instants ou sur leur instant de mort. Et ça peut être assez violent comme apparition parce que du coup des fois c'est vraiment dans leur état de mort et des fois il y a des morts qui sont vraiment pas belles à voir et là je pense que c'est un peu le cas
Reste à savoir qui est cette personne qui est liée à elle, qui lui apparaît beaucoup et pourquoi surtout. Ah ok, voilà, c'est ça. Hop, donc c'est bien ça. Donc on vient de voir les circonstances du décès de la personne qui aurait dû être le mari, j'allais dire de Nell, qui n'est pas du tout Nell mais qui est Dani, donc la jeune fille au père. Et en effet, il se fait écraser brutalement et au moment où il tourne la tête parce qu'il est surpris, du coup il a les phares qui reflètent dans les lunettes, ce qui fait l'effet lumineux. On en revient donc au spectre qui se montre donc dans les dernières secondes précédant sa mort ou le moment de sa mort. Voilà, donc elle est poursuivie par le spectre. Je pense qu'il y a une sorte de double signification. Flanagan, il aime bien faire ça. C'est-à-dire que là, elle est hantée par cette image et l'image qu'elle voit en permanence dans le reflet du miroir où actuellement elle le voit face à elle, c'est la personne qui aurait dû être son futur mari en train de se faire écraser. Voilà, c'est ce qu'elle voit en permanence et je pense que c'est l'image qui la hante. Et c'est peut-être une sorte de projection finalement. Ok, alors on est en train de découvrir un truc par rapport à Anna qui est, je trouve là selon moi, le plus intéressant depuis le début. On en sait un petit peu plus sur son attitude qui a l'air d'être quelqu'un qui est constamment dans ses pensées, un peu perdu. Et en fait on se rend compte que sa vie est une succession de moments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est-à-dire que elle va se réveiller d'un moment qui se déroule à un autre temps, une autre année, une autre époque, avec d'autres gens. Et c'est sa vie en permanence. Et en fait, du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'elle est aussi perturbée parce que... alors, du coup, une fois de plus, ça fait un petit peu personne morte. Mais dans le paranormal, comme je vous disais, il n'y a pas de temporalité pour les fantômes et les esprits. Maintenant, il y a un truc hyper intéressant, mais du coup qui est très scientifique. Je m'intéresse beaucoup au temps depuis quelques temps. et je m'intéressais à un documentaire qui s'appelle L'illusion du temps. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait ce scientifique qui disait que finalement le temps n'était pas vraiment ce qu'on pensait. Nous on avait vraiment l'impression que c'était quelque chose de linéaire, bien chiffré. Mais en fait, lui disait que passé, présent et futur, on vivait tout en même temps en fait. Et que c'était des sortes de tranches. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'ils évoquent ça en fait. Quand elle a sa discussion avec Owen, ils sont en train de parler de tranches, de repères. Mais du coup voilà, il y a une théorie scientifique qui est aussi très intéressante par rapport à l'illusion du temps. Je sais pas pour l'instant si c'est paranormal. Je sais pas comment ils vont aborder ça. Mais pour l'instant c'est ce qui m'intrigue le plus. Donc c'est hyper intéressant. Il y a ce truc récurrent aussi avec Anna, c'est qu'elle voit une fissure de temps en temps sur les murs qui n'existent pas. Et sur différents murs, du coup, ça lui arrive souvent. Enfin, un moment intéressant. Et c'est la nuit, du coup, où cet assistant se fait tuer par la fille du lac. Et lui revient comme si de rien n'était, et on en revient à la théorie que je vous disais tout à l'heure, que certains esprits, quand la mort est trop violente, ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, et tentent d'agir le plus normalement du monde. Et là, en l'occurrence, il meurt, je pense étranglé par cet esprit, je vais revenir sur ça aussi, et il revient normalement, et puis il se rend compte qu'il peut pas... qu'il a pu toucher. Les enfants le voient, tiens, ça je viens de me rendre compte de ça, les enfants le voient, et du coup il n'a pas conscience de ça en fait, comme beaucoup d'esprits qui vont errer pendant quelques temps, le temps qu'ils comprennent qu'ils sont morts, parfois ça prend du temps, voilà, ça dépend vraiment des gens. Et pour ces histoires d'esprits qui pourraient tuer, écoutez, moi j'ai pas forcément... je vais rester plutôt neutre par rapport à ça parce que j'ai jamais... j'ai bien évidemment jamais assisté à ça. J'ai pas non plus travaillé sur des cas où les témoignages attestaient de ça. Il y a eu quelques témoignages qui disaient que voilà, des gens avaient été
agressée, violée, tuée par des esprits ou des entités un petit peu malfaisantes. Moi j'y adhère pas forcément, pour moi c'est trop. Je pense que, vu que tout ça pour moi est énergie, je pense que parfois ça peut être puissant. Ça peut apporter un certain mal-être, ça peut apporter de l'emprise, plein de choses. Mais de là à ce que des entités puissent tuer, non, mais d'autres personnes vous diraient que oui. Hein. C'est tellement violent. Elle est morte. Ah non, j'avais raison. Ah putain, j'en étais sûre. Flanagan, merci. Tu es un génie. Ok. Ok, donc voilà, bon bah... Tout est vite compréhensible, très rapidement. La fissure qu'elle voyait de temps en temps, c'est la fissure sur laquelle elle fixe au moment de mourir, puisqu'elle vient d'être jetée dans le puits. Et en fait, en gros... C'est ça en fait, il n'y a plus de temporalité pour elle parce qu'elle est morte et qu'elle revit des moments, des souvenirs sans qu'il y ait de suite logique et que c'est un petit peu ce qu'elle vit dans une sorte de boucle temporelle hyper angoissante parce qu'elle ne peut pas sortir de là. Enfin... Mais malgré tout, parce que là on est revenu à la scène où en fait Dani, donc la nouvelle jeune fille au père, arrive et la rencontre. Donc elle peut toujours se matérialiser malgré tout. Est-ce qu'il est possible pour un fantôme de se matérialiser? Oui. Il y a beaucoup de témoignages aussi. John Tenney pourrait vous raconter des centaines d'histoires sur lesquelles il a enquêté sur certains cas de fantômes qui étaient, j'allais dire bel et bien vivants, mais du coup, qu'il avait rencontrés, qui avaient l'air bien réels, dont il a pu visiter la maison, avec qui il a pu parler des jours et qui finalement était mort depuis longtemps. Voilà, donc en fait il y a beaucoup de témoignages aussi à ce niveau de gens qui vont se retrouver à des endroits où ils vont rencontrer d'autres gens, aller à des fêtes. Il y a une histoire très connue à Paris comme ça, très vieille, d'un homme qui s'était retrouvé à une fête dans un appartement parisien. Il avait oublié quelque chose, il revient le lendemain, on lui dit que finalement c'est l'appartement où avait eu la fête était abandonné depuis très longtemps. Puis voilà, il y a vraiment plein d'histoires comme ça. Et c'est hyper intéressant du coup qu'il l'aborde parce que je pense que peu de films d'horreur le font, ou en tout cas avec cette complexité et cette intelligence. Là du coup le cas Anna est hyper intéressant. Alors on vient de voir l'oncle se retrouver en tête à tête avec son double qui avait une tête bien diabolique. Alors je sais pas s'ils veulent aborder le sujet du doppelganger, qui est que normalement, donc un doppelganger c'est un double diabolique, et normalement on ne voit pas son double, hein, c'est les autres gens qui le voient, donc je sais pas si c'est ça qu'ils veulent aborder ou s'il est mort lui aussi. La petite Fleurelle vient de voir un autre fantôme, mais là on est dans un flashback, il n'avait pas de visage non plus, donc pour moi c'est des métaphores pour parler des fantômes qu'on oublie en fait, qui n'ont plus d'identité. Ok, donc a priori l'histoire de double serait juste une métaphore. Là on est en train d'avoir tout le dénouement que je vais pas refaire. C'est une image, du coup rien à voir avec le paranormal. Je commence à être claquée, hein. I know what you're thinking, but you shouldn't worry. What is it? Afraid I'll hit you? What, you don't think you deserve it? Because you do, Peter. Just listen, just for one. Ok, il y a un truc hyper intéressant qui vient de se dire. Alors hyper intéressant par rapport aux théories sur le paranormal, par rapport à la série ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc on a su dans l'épisode précédent que l'assistant était mort parce que la Dame du Lac l'avait tué. Elle ne l'a pas su. Et du coup, elle a pensé tout ce temps, en tout cas le temps qu'elle était vivante et qu'elle était encore sur place, qu'il s'était enfui avec des bijoux, puisqu'il y a une enquête, tout ça. Elle lui dit non, je n'étais pas partie. Bon, elle ne sait pas encore qu'il est mort, hein. Mais ce qu'il dit, lui, ce qu'il répond, il lui dit écoute,
Je suis jamais partie, j'ai toujours été là. J'arrivais juste pas à me montrer à toi. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense vraiment que c'est une réelle complexité pour les esprits qui veulent tenter souvent, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils essayent souvent d'entrer en communication avec nous. Alors peut-être pas de se montrer, je pense qu'ils essayent malgré tout, mais ils essayent de nous faire passer des messages. Mais quand par exemple on fait de la TCI avec eux, de la transcommunication instrumentale, donc c'est-à-dire qu'on utilise des équipements pour tenter d'enregistrer la voix des personnes décédées parce que le spectre est beaucoup plus large que nous, notre oreille, et on enregistre souvent des voix, mais c'est souvent un mot, deux mots, très très dur à comprendre. Comment ça se fait? Et je vous pose la question, pas pour que vous me répondiez, mais juste parce qu'actuellement on se pose toujours la question, il n'y a personne qui peut répondre. Il n'y a personne qui peut répondre à cette question de pourquoi les esprits, s'ils essayent de communiquer avec nous, n'y arrivent pas. Quelle est la complexité derrière? Pourquoi n'arrivent-ils pas à parler, à dire plus de deux mots? Pourquoi ont-ils tant de mal à se montrer? Pourquoi ont-ils tant de mal à bouger les choses? Tout ça c'est notre domaine de recherche, c'est fascinant, mais du coup quand j'ai entendu l'assistant du coup dire cette phrase, pour moi c'est vraiment la réalité de l'esprit quand il vient de mourir, c'est-à-dire que comme je vous disais tout à l'heure, il va essayer de retourner à sa famille, à ses proches, de reproduire des gestes normaux qu'il faisait de son vivant. Et soit il va pas y arriver, soit il va même pas s'en rendre compte qu'il y arrive pas, soit il va y arriver mais personne ne va le remarquer. Et je pense que la majorité du temps en fait on passe notre temps à rater des messages. Mais pourquoi on n'arrive pas à en savoir plus? Pourquoi il n'y a pas un esprit qui arrive à communiquer plus de deux mots? Ça c'est la grande question. C'est intéressant. Moment. Knowing you're up here while I'm down there, it's just torture. I know. Bon, par contre, vous voyez la suite là, qui est que du coup, maintenant, il arrive à se matérialiser, que du coup, son ancienne petite amie le voit. Ils peuvent juste pas se toucher, mais ils peuvent complètement parler. Ça, par contre, c'est pas du tout. Comme je vous ai expliqué, c'est très très complexe, donc non. Il y a malheureusement pas d'interaction comme ça après la mort. Sinon, je pense que le deuil n'existerait pas. I can see you in the closet. A priori, les enfants finalement n'étaient pas morts. Ils ont été plus ou moins avec un accord commun possédés par les fantômes, les esprits de l'ancienne jeune fille au père et de l'assistant. Je suis crevée. Est-ce que c'est quelque chose de réel? Dans certaines maisons hantées ou certaines maisons où il s'est passé certaines choses, où l'histoire est marquée, ou peut-être où il y a eu des tragédies, où il y a des esprits qui sont peut-être en train d'errer, un peu bloqués. On parle en effet d'emprise, que moi je préfère au terme possession, qui de toute façon la possession est souvent attribuée aux personnes qui seraient possédées par le diable, Satan, Lucifer, etc. C'est très biblique tout ça. Donc au final, nous on va beaucoup plus parler d'emprise, qui est beaucoup plus light que ce qu'on est en train de voir là. C'est un petit peu violent là en fait, cette image, surtout sur des enfants. Mais l'emprise en gros ce serait surtout qu'une personne, alors les personnes qui sont sensibles à l'emprise sont souvent des personnes soit très sensibles, soit une toute autre personne mais qui serait dans une période de sa vie où elle est fragilisée mentalement. Quand je dis fragilisée mentalement, ça peut être déprime, dépression, des choses comme ça, et qui la rendent sensible finalement, qui la rendent vraiment comme pouvant devenir un très bon sujet à ce genre de phénomène. Et l'emprise va se passer, ça pourrait être aussi par rapport à un objet, ça pourrait être, donc c'est par rapport à un lieu la majorité du temps, mais tant qu'on est dans le lieu, on est sous emprise, donc soit il faut partir, soit il faut faire nettoyer sa maison, voilà. Mais en gros, ce cas, oui, pourrait exister, il y a des témoignages,
Là c'est un peu trop gros, voilà, c'est Hollywood, mais de façon plus light, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Je viens de terminer le 8e épisode, il y a eu gros dénouement, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses sur lesquelles je veux revenir. Tout ce qui se passe autour de Viola, donc la dame du lac, hein, celle qui tue le valet, tout ce qui est expliqué est hyper intéressant. Tout n'est pas vrai, par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'après sa mort, finalement elle soit rattachée à ses biens auxquels elle tenait, c'est-à-dire ses robes, ses bijoux, et qu'elle soit dans le coffre, et qu'il y ait une sorte de projection comme ça qui fasse que elle ne voit pas qu'elle est dans le coffre, mais plutôt dans une chambre. Bon, il y a un truc hyper anxiogène avec cette boucle temporelle qu'elle répète, qu'elle répète, qu'elle répète, et qu'elle répète infiniment puisque ça ne s'arrête pas. Je pense que ça c'est en effet possible. En fait tout ce qui est plutôt dit là est assez intéressant du côté boucle temporelle. C'est pour ça en fait que certains deviennent des fantômes. Au départ c'est probablement des âmes errantes. Ils sont un peu confus, perdus, ils n'ont pas envie d'aller de l'autre côté. Là c'est le cas de Viola, elle ne veut pas partir de l'autre côté, elle veut vraiment rester à la base avec son mari et sa fille et l'abandonne. Et je pense que certains, au fur et à mesure du temps dont eux n'ont plus conscience, oublient et ne deviennent rien. Et en fait on le voit avec toutes les personnes qui ont été tuées par Viola et qui sont dans les coins de la maison, qui sont vraiment devenus des meubles en fait. Comme ce plaque docteur là qui est dans le coin et que personne ne voit, et que je vous disais mais c'est fou, elle le voit pas, elle en voit d'autres mais elle le voit pas lui en fait. Et je trouve que c'est vachement, déjà c'est touchant, c'est anxiogène parce que ça fait partie des choses peut-être que on s'imagine après la mort et qu'on n'aimerait pas vivre. Et je pense que pour moi c'est ça le fantôme en fait. C'est exactement ça, c'est des choses qui sont répétées en écho, c'est devenu une mémoire, c'est même plus intelligent, il n'y a plus d'interaction. Là où il a fait un faux pas, mais je pense qu'il fallait aussi que ça suive son histoire, donc c'est normal qu'il l'ait fait, ça a un sens en fait au sein de la série. Pour moi ils ne vont pas jusque tuer, pour moi les fantômes en fait ils arrivent à un point où ils n'ont même plus d'interaction avec les vivants, il n'y a rien de voulu en fait. Je me demande même, et en tout cas c'est le cas pour certains ne nous voient même pas, n'ont même pas conscience des époques qui sont passées. Il y en a qui voient toujours le lieu où ils sont comme à leur époque, il n'a pas évolué. Donc ouais, c'est vraiment une boucle temporelle, ils sont enfermés dans un souvenir, dans une mémoire, et ça tourne, et ça fait très biblique au final, parce que là c'est vrai que c'est le prêtre qui lui disait de partir sur son lit de mort, et en gros parce qu'elle n'aurait pas fait ça, elle ne peut pas partir, elle est bloquée ici. Donc j'aime pas cet aspect biblique, par contre en vérité ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup du fait que refuser de partir ou ne pas comprendre qu'on est mort, rester bloqué un temps et finir par oublier et devenir un fantôme. Les gars, ça fait 8h30 que j'ai le cul vissé sur ce canapé, là j'en peux plus. Mais c'est le dernier épisode et après c'est la délivrance, je vous fais ma conclusion. C'est parti, 50 minutes, bim. Flanagan et les fins de série, ça ne va pas du tout. C'était déjà le cas sur Hill House. Là, c'est une catastrophe. Il y a 30 minutes de trop. Comme d'habitude, c'est un dégueulis de chamallow et de chocolat fondant. Enfin, j'ai envie de crever. Ça va pas. Bon, et bah ça y est, j'ai fait toute la série. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins bien que la saison 1 de Hill House. Du point de vue des phénomènes, je trouvais que l'approche qu'il avait eue sur Hill House justement était un petit peu plus probante. Je lui avais même donné un gros pourcentage de phénomènes qui pouvaient être réels. Là honnêtement, en fait il y a des théories qui sont hyper intéressantes, mais après il part tellement dans des clichés de films d'horreur que au final, là je dirais 50%. Et voilà, oui, c'est moins bien. Alors après, ce que j'ai mis, on commence par quoi? Le positif, le négatif, le négatif. Allez, on commence par le négatif. Je suis assez triste
qu'il y ait une grande partie des mêmes acteurs, même si je disais je les ai adorés sur la saison 1. Vraiment, ce casting là pour moi il était parfait, il m'a beaucoup touchée. Mais voilà, comme je disais, je pense qu'il y a assez d'acteurs comme ça qui avaient moyen de refaire un casting exceptionnel. Bon, du coup, les nouveaux acteurs sont très très bien, on s'y attache. Je pense que Flanagan est très très bon pour ça, pour trouver ses acteurs, pour associer de bons personnages. Voilà, ça c'était très bien. Donc, même si là, il a gardé une grande partie des acteurs de l'ancienne saison, il leur a attribué un autre personnage, ça s'est plutôt bien passé, ça va. J'étais aussi assez perturbée qu'il y ait la même BO. Et là, je comprends pas ce choix. Très étrangement, alors que j'ai tellement eu peur, et je l'ai revu plusieurs fois la saison 1, il y a des moments où j'ai tellement peur, enfin la tension elle est vraiment palpable, c'est vraiment réussi. J'en ai fait, au moins pour la première fois où je l'ai vu, des nuits et des nuits de cauchemar. Là, zéro, rien. Il y a beaucoup moins de moments de tension, il y en a peut-être 3 où il a essayé, où ça prend pas forcément, et je pense qu'il voulait pas trop jouer sur la peur. Mais à côté de ça, il a utilisé des codes qui sont seulement vrais dans les films d'horreur, comme par exemple, dans les points négatifs, j'aime pas le fait qu'ils viennent faire référence aux fantômes, comme des fantômes qui peuvent posséder, comme des fantômes qui peuvent tuer, ça c'est non, ça c'est non. Il y a des gens qui vous diraient oui, probablement, et je sais même pas s'ils le diraient parce que ça fait partie de leur croyance ou parce que vraiment ils ont des vrais témoignages. Moi j'ai jamais rien eu autour de tout ça, et malgré tout, les lieux que j'ai enquêtés, je connais pas ça. Donc pour moi, non. Il y a aussi un autre truc, le fait que, mais il a fait la même erreur sur la saison 1, que les esprits, tous les esprits, à partir du moment où on meurt, on retrouve tous les gens qui sont morts. Et genre comme dans une sorte de monde absolument parfait, de conte de fées, ça y est, on meurt, on retrouve les personnes qu'on veut retrouver. Et a priori, la réalité serait tout autre en fait, hein. Ce serait beaucoup plus complexe que ça. La fin est pourrie, voilà, c'est ce que j'ai mis en gros, j'ai mis la fin c'est pas possible. Les points positifs malgré tout, j'ai plus beaucoup de temps, la photographie reste superbe, c'est du Flanagan, donc c'est réussi, il sait comment mettre ses acteurs en valeur, il sait comment proposer une histoire. Là voilà, j'ai binge-watché pendant plus de 9 heures, même si je suis hyper crevée, à aucun moment je me suis fait chier, à part sur les 30 dernières minutes, mais à aucun moment je me suis fait chier. L'histoire reste très très intéressante, il y a quand même des retournements de situation qui font que Flanagan est très fort pour ça, il y a des choses qu'on voit pas du tout arriver. J'ai beaucoup aimé aussi la représentation des fantômes vus comme des vivants et pas comme des esprits, comme beaucoup trop de films font l'erreur, donc ça c'est très bien. J'ai aussi aimé le fait que les fantômes qui soient encore perdus reproduisent des choses qu'ils faisaient de leur vivant. Et pour moi ça c'est tellement réel que j'ai aimé qu'ils le mettent dans la série. La théorie de Viola pour moi c'est la plus intéressante, c'est celle qui, même si c'est très romancé et très très imagé, pour vous j'imagine que ça doit sembler fou en fait cette histoire de coffre, le fait qu'elle soit enfermée dans le coffre et qu'elle soit rattachée à sa robe et que finalement elle voit pas un coffre mais elle voit une chambre, bref. J'imagine que pour vous c'est complètement malade, mais en vérité, si on prend vraiment ce qu'il a voulu dire et pas du tout l'image, c'est hyper intéressant, mais je l'ai expliqué plus tôt, et pour moi, de toute la série, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, et toutes les morts en fait, la mort d'Anna aussi était hyper intéressante avec cette boucle temporelle. Cette histoire de boucle temporelle, de toute façon, c'est bien, c'est bien amené, c'est bien fait, assez pour qu'on se prenne la tête, assez pour qu'il y ait des dénouements, et pas trop non plus pour pas, parce que c'est pas non plus un expert, donc il s'est arrêté à temps, donc c'est parfait. Non ça c'était très bien. Donc voilà, au final il y a autant de points positifs que de points négatifs. Je suis quand même contente de cette saison 2. Je m'attendais un petit peu à ce que ce soit très difficile d'arriver à la hauteur de la saison 1 qui pour moi était quasiment parfaite à part la fin, mais je crois que c'est le je crois que c'est le petit défaut de Flanagan, il sait pas faire des fins. Donc peut-être qu'on va s'y faire, j'espère très franchement qu'il y aura une saison 3. Je suis déjà impatiente, j'imagine que ce sera dans 2-3 ans, voire plus avec la situation Covid. Voilà, c'était mon avis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt.